Transformons les carnets, une série qui s'appelle Décompte, et une image qui me revient de plus en plus obsessivement ces derniers jours. Bon, il n'y a pas de hasard, c'est moins la question des arts et métiers, l'accueil aux arts et métiers, ces trucs de bizutage qui me reviennent que une idée. Qu'est-ce qui fait que des types qui ont exactement votre âge, des types qui ont votre parcours, qui ont la même volonté pour soi, la même part de rêve, probablement, de réalisation inaboutie de soi-même, peuvent se confier à un modèle de pensée et de comportement dont moi, je peux considérer qu'il est vertical, hiérarchique, écrasant, dominant, aliénant. Alors, quand j'ai eu ce concours des arts et métiers, il y a une chose peut-être sombre derrière. Il y avait le fait, le grand-père, qui d'abord motoriste en 1925, montant son petit garage, le tenant avec mon père, le père grossissant le garage, et moi j'étais le fils aîné, alors que c'est mon frère avec 2 ans de moins que moi qui finalement lui a perpétré ça, mais la pression était fais l'école d'ingénieur, va aux arts et métiers. Donc il y a quelque chose là pour moi d'obscur, c'est une sorte de pacte. Ben oui, si tu fais ça, au moins il pourra y avoir l'éloignement et en tout cas une transition, j'en sais rien. En tout cas, quand j'avais présenté ce concours des arts et métiers, je pensais vraiment pas l'avoir, puis je n'avais pas vraiment idée de ce que c'était. Je voyais plus la question des machines, des voyages. Alors, c'est ce qui s'est passé, même sans avoir le diplôme. Je voyais plus, par exemple, Bordeaux, aller vivre dans une ville plus grande. Et à peine le résultat du concours arrivé, et en plus bien placé, je ne me rappelle plus le numéro, je crois que c'était vers 19 là, de la promo. Mystère. Peut-être même à cause plutôt de la dissertation de français ou des trucs vaguement de philo qu'on pouvait avoir. J'en sais rien. En tout cas, c'était pas le dessin industriel ni ce genre d'épreuve. Et puis, je l'aurais pas eu. Je sais pas. Et c'est justement pour ça cette série. Tu reviens sur ce que tu ne sais pas de toi et que l'arbitraire a tranché. Ensuite, tu reçois quelque temps après des trucs d'information envoyés par la Société des anciens élèves. Et c'était un carnet à remplir. Alors on précisait les dimensions du carnet, que la couverture devait être de toile, qu'il fallait se munir d'encre de Chine et que la couverture du carnet devait être entièrement recouverte d'encre de Chine. Et puis à l'intérieur, il fallait que ce soit écrit en lettres gothiques. Tu parles que moi, ça me plaisait ces machins-là. Et là, c'était des chansons, des prières, déjà un truc. Mais tu te dis, bon, après tout, qu'est-ce que c'est ce folklore? C'est pas si méchant que ça, tu vas le faire. Et donc je l'ai fait. Bon, il était pas joli, mais jamais. Et puis arrive le moment où tes parents te laissent là dans cette école. C'était 3 bâtiments là, de 4 étages. Et il y avait le bâtiment des 3e années, le bâtiment de 2e année. Et puis nous, on partageait un dortoir et des chambres avec un bâtiment qui était partagé avec le lycée technique de Talence à côté. Et il y avait une autre prise de contact. On te donnait le nom, ou en tout cas le type prenait contact avec toi, celui qui avait le même numéro d'intégration, disons le 19, mais de la promo d'avant. D'ailleurs, c'était pas un gars antipathique, consensuel, mais ça revient aussi à la même question. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être consensuel quand t'arrives un système qui, lui, est hostile ou écrasant? Et évidemment, cette semaine en particulier, qu'est-ce que ça résonne fort? Et tu arrives donc le dimanche, là, dans l'après-midi. Est-ce que c'est dès le soir ou est-ce que c'est le lundi soir? J'aurais tendance à penser que c'est le premier soir. D'abord, il faut te déguiser. Tu as une blouse grise. Je pense que je me rappelle même plus s'il fallait pas arracher les boutons. En tout cas, il fallait une ceinture en ficelle. Et puis, le numéro...
toujours ce numéro 19, on était dans les 90 par promo. Puis attention, celui qui avait le 69, fallait qu'il écrive 68 bis et que de colibet pendant 2 mois. Je m'en souviens plus, de pauvre type. Mais on te faisait peindre dans ton dos au blanc d'Espagne, un truc comme ça, sur ta blouse grise, avec les boutons arrachés et la ficelle pour ceinture, ton numéro. Et convoqué dans le grand amphi. Alors je me souviens que dans ce grand amphi, il y a eu d'autres choses. Par exemple, le directeur de l'école qui nous accueille et qui explique après que la grande maladie des arts et métiers, c'est que les types, très très tôt, à peine 2-3 ans de boulot, ils se marient avec leur secrétaire et que, alors que s'ils attendaient un petit peu, ils pouvaient avoir des perspectives bien plus... ce genre de niaiserie. Mais le premier soir, quand tu arrives dans l'amphithéâtre, tu rentres à la queue leu-leu. Il y a des types déjà qui hurlent. C'était le comité de tradition. Le comité. Et on accepte. Et même moi là, le premier soir, on te fait ranger là, par ordre, dans le bas du bâtiment, puis marcher là, le long des allées, à la queue leu-leu. Et puis il ne s'agit pas d'aller de travers, parce que ça crie. Déjà, là, il y a quelque chose qui se met en place. Et on te fait marcher jusqu'à l'amphi. L'amphi est dans le noir. Tu rentres dans le couloir noir, tu rentres dans le bas de l'amphi. Et tout d'un coup, ça s'éclaire. Et tu as tout le reste de l'école, soit 2 promos, donc 200 types en uniforme, casquette sur le nez, et qui se mettent à crier aussi fort qu'ils peuvent. Donc une espèce de... Et toi, tu es en bas, et on te fait circuler, et tu circules sous les huées. Et des huées qui sont insultantes, polluantes. Alors le mot qui revenait tout le temps, c'était conscrit. Et là, tout d'un coup, ce truc d'avoir littéralement rampé. À 4 pattes, conscrit. Et tu rampes devant ces types en uniforme tout droit qui trouvent un plaisir manifeste à rester droit. C'est-à-dire, ils sont protégés par le nombre. Le nombre et l'homogénéité. Ils sont protégés individuellement, ce qu'ils ne l'accepteraient pas. Même toi, tu arrives très vite à en connaître certains. Protégés par le fait d'être démultipliés dans la même masse uniforme. Matérialisé évidemment par cet uniforme qu'il faudrait payer plus tard. Mais là encore, les menaces, ce serait pas d'uniforme, pas de balle de promotion, pas bien. Tu n'accéderas pas à la société des anciens élèves. Si tu n'accèdes pas à la société des anciens élèves, tu n'obtiendras pas d'emploi, ce qui était d'ailleurs totalement bouffon et faux. Alors, c'est une sorte d'horreur. C'est-à-dire que dans cet amphi, tu marches 4 pattes, tu rentres, tu te fais engueuler, etc. Et puis ensuite, là, reparti dans la nuit de l'école, c'est exactement la même chose. Je crois que ça finit après par une sorte de chose adoucie, où ils sont par petits groupes de 3 ou 4, ils t'expliquent que tout ça, ça fait partie d'un folklore, de machin comme ça. Donc tu reprends visage humain, tu ressors du groupe pour reprendre, mais tu expliques pourquoi toi tu t'es fondu là. Et nous on s'y retrouvait par contre immédiatement, je crois. On était 4 ou 5. Il y avait un gars dont je suis resté proche qui s'appelait Bernard Jousse, qui était de Saint-Brieuc, un Sénégalais, Mamadou Dia, qui a fait sa carrière ensuite dans les DF là-bas au Sénégal. Et pour Mamadou Dia, ça prenait évidemment le double poids, l'évidence du racisme par rapport... oui, évidemment, il était le seul Sénégalais là dans l'ensemble. Il y en a un autre qui était marocain, mais ça passait un petit peu mieux. Puis celui-là, il l'était joué, il était au comité de tradition, etc., etc., etc. Je pense qu'on s'est retrouvé très vite en disant mais non, nous, pas question, on n'obéit pas à ça. Pas question de s'agenouiller. Et s'agenouiller, c'est réel. C'est-à-dire que les premiers jours, quand commencent les cours, tu croises un gars de 2e ou de 3e année, là, dans les petites allées là, qui passent entre les bâtiments, à genoux conscrit. Tu te mets à genoux et l'autre passe. Et dès lors que le lendemain, avec Jousse et Dia, peut-être aussi Michel Ravitsky, qui s'est joint à nous, qui est aussi resté un ami depuis, de refuser, immédiatement vient la pression.
les Antitrades. Le nom est venu très vite. On nous a parqués. C'est-à-dire on était au bout du 3e étage, une chambre de 4. Ouais, c'est une chambre de 4. Je sais plus le nom exact des gars, mais enfin, il y avait Jousse et moi. Ah oui, Thierry Huguet de Lille, qui redoublait, je crois. Et là encore, formation, moi j'avais été à l'UNEF, toutes ces choses-là, pas l'UNEF, l'UNCAL, les trucs de lycéens, dans la préparation des métiers, on avait aussi, c'était des périodes où c'était ça, donc on avait, là, on était ensemble, 4 ou 5, et comme par hasard, le peu de formation aux politiques qu'on avait, c'était quoi? C'était les guerres contre protester contre la guerre du Vietnam. C'était Angela Davis. Ce peu, déjà, nous refaisait un cloisonnement parallèle à celui de « je refuse l'humiliation ». Alors là, ça a été négocié. Ok, vous voulez pas, mais vous en assumez le risque. Par contre, ensuite, il y en a d'autres qui n'en pouvaient plus. Les réveils à 2 heures du matin, c'est-à-dire les hordes de types en uniforme, c'est-à-dire tu appliques une violence en disant ce n'est pas une violence dommageable, c'est une violence qui s'applique d'elle-même tous les ans. Ils débarquaient dans les pioles, ils balançaient tous les matelas par les fenêtres, ils pétaient toutes les affaires individuelles, donc évidemment, tous les vêtements des 4 placards dans les chambres de 4, pas les nôtres, mais les autres chambres, tous les habits, les slips étaient mélangés, c'était à toi d'aller récupérer tous tes trucs. Et puis que ce soit en ordre pour aller en cours le lendemain matin. Donc oui, c'est l'égalitarisme. Tu vois bien que c'est pas une société hiérarchique, c'est une société où tout le monde est pareil, puisque de toute façon, tes affaires individuelles, on les massacre. Et nous, non, notre piole restait intouchée. Ah non, les Antitrades, c'est l'écart. Et évidemment, il y a eu ensuite aussi des transgressions. C'est-à-dire, tu te lèves un matin, les 4 là, et tu découvres qu'ils sont venus chier devant ta porte. Et bon, je passe ensuite les détails. Je crois que même à la limite, ça suffirait. C'est figure, je me souviens justement ce premier soir après l'amphi. Ouais, maintenant ça me revient. On nous avait amenés dans une salle. Alors une salle, alors je sais pas à quoi elle servait dans le bas des bâtiments, mais c'était une grande salle vide. Alors est-ce que c'était une salle de cours dont ils avaient enlevé le matériel scolaire? Mais c'était une salle. En gros, il y avait le comité Antitrades. Donc ils étaient 7, 8 ou 10 maximum là au milieu, avec leurs uniformes, avec les voix qui braillent, et il fallait que tout le monde marche autour, là, lentement, à la queue leu-leu, et on forçait à vous compter. 3, présent, et 60, présent, 69, non, t'es 68 bis, à genoux, les pompes, et l'insulte. Et ce truc-là, par contre, ça avait duré. Après l'amphi, donc imagine 10 heures du soir jusqu'à 1 heure du matin, dans cette salle où on te faisait « récite la truc là qui était dans ton carnet à la page temps, récite là, et maintenant tous ensemble on chante ça ». Et là, non, c'est la suite de cette salle, c'est-à-dire une chiourme au milieu d'une salle qui te fait tourner en rond. Alors après, évidemment, pour moi, c'est le grand livre là-dessus, c'est David Rousset, Les jours de notre mort. C'est-à-dire sur une expérience à Buchenwald où ils sont là, toute petite équipe de 7 ou 8 de plusieurs pays, aussi des Russes et tout ça, et où la fonction de bourreau, il y a la surveillance du SS, mais la fonction de bourreau, c'est un brave pecno allemand, et le brave pecno allemand, lui aussi est pris dans la machine, sous le regard du SS, mais il accepte le rôle, là, de chef d'équipe, de contremaître, mais d'exercer l'ordre. Comme ça. Et il y a aussi Robert Antelme, l'espèce humaine. Là aussi, comment tu regardes le bourreau face à face, parce que il s'agit là de ce qu'ils appelaient les commandos extérieurs. Alors, le lien là entre, oui, ces structures concentrationnaires, mais la structure concentrationnaire, dans la période nazie, qu'est-ce qu'elle reprend de ces figures de domination, de ces figures d'écrasement, de ces jeux par la norme, et de fabrique de l'acceptation de la norme. Accepter de se taire, accepter d'être... parce que le comité Antitrades, les 10 qui constituaient la meute, c'était pas eux des neutres,
Mais les 90 autres, puisque tu admets un comité de trades 10 par promo, disons que ça en fait 20 sur les 2 promos. Et la première année, ce comité-là, la nouvelle meute, elle ne serait élue qu'à la fin là, du processus d'intégration. Mais les 80 autres, comment ils acceptent? Et tu vois, cette semaine, avec ce qui se profile là, c'est déconfiture politique. J'ai mis là, sur mon Facebook, j'ai juste mis cette phrase de Walter Benjamin. Libérer l'avenir de ce qui, aujourd'hui, le défigure. Elle me sert de bouclier. Mais plus là, cette échéance approche, plus là, ce qui me revient, c'est ces figures de la domination. Bon, se mettre à genoux, il y en a qui acceptent. Ramper à plat ventre, il y en a qui acceptent. La meute qui hurle à 200, qui exprime sa force à 200, dans un amphithéâtre noir, casquette vissée sur les yeux, et montant le volume au maximum pendant que le petit serpent de ceux en blouse grise humiliés avec leur numéro peint dans le dos défile, tu peux refabriquer l'image. Et aujourd'hui, je crois que ce qui me frappe la plus là, avec l'échéance qui approche, c'est si on les avait mis tout nus. C'est-à-dire, comment tu te glisses dans pas le discours, mais la position dominante qui valide la meute sur le reste du groupe qu'il s'agit de former à la reproduction de ce même jeu dominant. Alors quelquefois même je rigole parce que mais on veut bien être copains sur LinkedIn. Ben non, excuse-moi mon gars. Il y a une fois, toi, tu m'as pissé sur la figure. Oui, parce qu'on avait... C'était rigolo, on avait décidé de partir de Bordeaux à 10h du soir et de marcher, bon, il y a 38 km, de marcher jusqu'à aller à la mer. On s'était tombé là, dans une cabane de bûcheron, là, au bord de la plage, vers Lacanau, je sais pas. Et l'autre, il s'appelait Bourrin. Un moment, je me réveille, j'avais du chaud sur la figure. Bourrin, j'avais toujours rêvé de pisser sur un communiste. Bah oui, parce qu'au terme de l'année, antitrades ou plus antitrades, même en nous, on était monté jusqu'à une quarantaine de ceux qui avaient refusé. Donc là, évidemment, l'institution, elle réagit, l'institution a peur. Et sur la quarantaine, je crois qu'on avait été finalement 6 à rester tout à la fin. Les autres, ouais, on le fait parce qu'il faut le faire. Et t'acceptes pas la position de la meute, mais tu négocies. Qu'est-ce qu'on a à négocier aujourd'hui? Alors reviennent, j'aimerais bien être ton copain, ou je te suis sur Insta. Non. Tous les ans, ils font un voyage. Alors ça, c'est rigolo, même mon copain juste. Oui, les hommes, nous avons visité ça, et pendant ce temps-là, les femmes, elles visitaient ça, et elles ont reçu un cadeau, un petit foulard. Non, mais... Ouais, mais... Tu vois, là, arts et métiers, on le sait, c'est toujours été ça, ça reste toujours là. Il y a des morts, il y a eu des morts. C'est un article tous les ans au mois d'octobre, je le remets en une sur mon site, et puis il y a toujours tous les ans ça revient, les lectures. Quand je raconte là, ces bizutages. Mais aujourd'hui, pour moi, ça se renverse. C'est pas la question de comment exercer cette violence. La question c'est comment ceux qui a priori n'étaient pas de la meute acceptent de valider la meute. Pas simplement en faisant comme si, mais en prenant l'uniforme et en gueulant avec les autres. Et tu comprends pourquoi, là, aujourd'hui, j'ai peur ?